Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour, je suis Soledad Franco, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr, Casting Call. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme ultra médiatisé, un homme du PAF, auteur d'un livre personnel et engagé, un homme parfois comédien, il incarne des années d'audimat explosif et pourtant sa fraîcheur et disponibilité persistent, son authenticité, c'est ce que j'aime chez nos invités, et vous le savez. Ici, on parle vrai, on parle de passion et de courage, alors qui de mieux que Christophe Beaugrand pour en parler. Bonjour Christophe. Bonjour Soledad, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je suis très ému par cette petite entrée en matière, ça commence bien. Christophe, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Alors, qu'en est-il pour toi ce printemps 2023 ? J'ai la chance d'avoir réalisé énormément des rêves de gosse que j'avais, effectivement, que ce soit des rêves personnels ou des rêves professionnels. Et c'est vrai que quand un jeune me pose la question et me demande comment il faut faire pour faire ce métier, etc., je lui dis surtout ne te mets pas dans la tête que ça marche avec le piston. C'est pas vrai, ça marche avec le boulot, avec la passion et que souvent, il faut y croire un peu plus que les autres. Il ne faut pas écraser les autres, mais il faut montrer qu'on y croit un peu plus que les autres et surtout jamais lâcher. Finalement, au bout d'un moment, tu te rends compte que ceux qui arrêtent en cours de route, c'est qu'ils n'étaient pas assez motivés, qu'ils n'ont pas réussi à se remettre en selle après des échecs. Parce qu'il y en a toujours, mais il faut continuer. Quand on est mu comme ça, quand on est motivé par une passion qui vous dévore finalement, je suis convaincu qu'on peut y arriver. LCI, RTL, Europe 1, TF1, Canal+, plus précisément 50 Minutes Inside, Ninja Warrior, de la bataille des coupes, Secret Story. Bref, tu n'es pourtant pas si vieux et quelle carrière déjà. Ah, quand même. En lisant ton livre Fils à Papa, je découvre que déjà à 10 ans, tu rêvais de télé. Raconte-nous. Oh oui, je crois même avant. Quand j'étais gamin, effectivement, j'étais un petit garçon assez solitaire et je regardais beaucoup la télévision. Les dessins animés, les séries, même les émissions, même gamin, je regardais des émissions de débat politique qui me passionnaient, je comprenais pas tout, mais je voyais ces gens s'engueuler, ça m'amusait beaucoup. Je regardais les émissions de Dorothée, les émissions de Jean-Pierre Foucault, etc. Et c'est vrai que j'ai très vite eu envie d'aller de l'autre côté de l'écran. Je me disais, la vie, elle a l'air très jolie de ce côté-là de l'écran et j'aimerais bien. Et puis c'est vrai que comme j'étais un petit garçon assez solitaire, c'était un peu mes amis à la télé. Et finalement, c'était un univers qui m'apparaissait, alors je pourrais en parler, mais qui m'apparaissait de l'extérieur très bienveillant. C'est pas toujours la réalité, mais c'est moins malveillant que ce qu'on pourrait croire. Mais en tout cas, oui, je me suis très vite projeté. Et j'ai très vite, je me suis dit dans ma tête que je ferais ça. Et en fait, ce qui est assez marrant, on me posait la question l'autre jour, et on me disait, mais si ça n'avait pas marché, qu'est-ce que tu aurais fait ? Et bien, j'en sais rien. J'ai jamais eu de plan B. Dans quelle famille as-tu grandi ? Est-ce que tes parents venaient du milieu de la télé ou un milieu artistique ? Pas du tout. Ma maman était une maman au foyer, j'avais une grande sœur et mon père était cadre commercial dans une société Alcatel, il vendait des câbles. Un papa plutôt strict ? Ouais, plutôt carré, strict et c'était pas du tout des gens expansifs, mes parents. Moi, j'étais le seul de la bande qui était un peu plus expansif. J'ai fait des cours de théâtre quand j'avais une dizaine d'années, j'ai commencé et c'est vrai que je dénotais un peu dans l'environnement familial, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient très aimants et très encourageants, donc ils m'ont toujours soutenu, suivi et accompagné dans toutes mes envies, en me disant toujours il faut que tu continues tes études, que tu aies un bagage d'études au cas où. Mais c'est vrai que j'avais jamais effectivement prévu de plan B. Pour moi, c'était ça et puis c'est tout. C'était pas possible autrement que je ne réussisse pas ça. Mais tu avais même une télé dans ta chambre. Tu avais réussi à convaincre à 10 ans. Ouais, j'avais dit ça. Je sais, c'est pas bien pour les parents qui nous écoutent. Elle était en noir et blanc. Donc, c'était une autre époque. C'était une vieille télé en noir et blanc. Il n'y avait que 3 chaînes. Avec une petite molette. Il n'y avait même pas les boutons de mémoire pour les chaînes. Si tu voulais changer de chaîne, il fallait tourner comme les vieux postes de radio. Donc ouais, non, c'était à l'ancienne. Mais en tout cas,
cas, déjà là, tu savais que tu voulais travailler à la télé. Ah ouais, j'étais persuadé de ça. Je voulais travailler à la télé, à la radio. J'écoutais la radio aussi. Et c'est vrai que j'ai commencé, en fait, la première fois que j'ai vraiment eu l'impression de commencer à travailler, entre guillemets, moi, tous les mercredis, j'allais acheter tous les journaux qui sortaient pour enfants au kiosque. Et un jour, je tombe sur un journal qui s'appelle Nous les enfants, qui est un magazine fait par des enfants, qui avait été créé par une gamine à l'époque, avec ses parents qui l'avaient suivi dans ce projet. Et du coup, je leur ai, sans que ma mère le sache, je leur ai écrit, je faisais du dessin, je leur ai envoyé des bandes dessinées, je leur ai envoyé des articles. Et là, du coup, ils m'ont dit, bah voilà, on t'embauche. Et ma mère s'est retrouvée à aller m'accompagner. Moi, j'étais dans le 91, elle m'accompagnait à Saint-Mandé. C'était à Saint-Mandé, du côté de l'Est de Paris. Voilà. Et ta première expérience journalistique. Exactement. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai fait, du coup, ma première télé, parce que ce journal-là, qui s'appelait Nous les enfants, a été mis à la une dans une émission qui s'appelait Tous à la une avec Patrick Sabatier. Et je me suis retrouvé à faire une première télé à 14 ans pour promouvoir ce journal qu'on faisait. On était une dizaine d'invités. Et là, j'ai vu vraiment la télé pour de vrai, avec des stars. On a été mis à la une par Patrick Bruel à l'époque. C'était une émission, pour ceux qui ne connaissent pas. Patrick Bruel qui revient souvent dans cette... C'est-à-dire que ça fait un moment qu'il est là aussi dans le milieu. Voilà, il en a vu passer des journalistes, des acteurs, des chanteurs, des artistes. Et c'est vrai que cette émission-là, l'idée, c'était mettre à la une des anonymes avec des célébrités qui les parrainaient. Donc Patrick Bruel a dit, ah bah tiens, un jour, je suis tombé sur ce journal. Je crois que c'était pas totalement vrai, mais c'est pas grave, c'était comme ça que c'était présenté. Et c'était présenté par Patrick Sabatier, qui était animateur star à l'époque. Et c'était ma première télé. Ouais. Ta première télé. Ouais. Et ma première vraie télé. J'avais déjà fait une télé en maternelle. Alors j'ai lu La Mal à Malice, un oui, faux ou un tox, à 6 ans. Oui. Et comment as-tu atterri sur ce programme? Alors c'était une petite émission. J'ai habité 2 ans quand j'étais petit à Nancy, et c'était sur la station régionale de France 3. Juste, ils invitaient des classes, et en fait, avec ma classe de maternelle, j'avais été invité. Donc, on ne parlait pas particulièrement de moi, mais j'avais été invité. On avait participé à un petit truc avec des enfants, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la télé, quand même, était autour de toi. Ouais, vraiment. Moi, j'ai pas souvenir que la télé était autour de moi quand j'étais petite. Bah là, ça a été le hasard, mais c'est vrai que j'étais en maternelle, donc j'étais vraiment tout petit, dernière année de maternelle, donc je vais avoir 5 ans. Et quand on sait que le hasard n'existe pas. Là, en tout cas, il y avait quelque chose qui était peut-être prédestiné, mais ce qui est sûr, c'est que je me rappelle très bien d'avoir été fasciné par les caméras. C'est la première fois que je voyais, on était passé dans le couloir, on voyait le studio où il y avait le journal télévisé, les caméras qui étaient énormes à l'époque, parce que c'était, je te dis ça, c'était en 82, je crois, et je me rappelle très bien de la carte météo. Ça m'avait fasciné parce qu'à l'époque, c'était pas des cartes numériques, c'était des vraies cartes où tu collais les soleils avec un aimant. Tu sais, il y a les soleils et les nuages. Les gens qui m'écoutent doivent se dire, le mec, il a 75 ans en fait. Et c'est vrai que ça a été un souvenir. J'avais que 5 ans, c'était un souvenir très fort. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. J'avais été fasciné, j'avais les yeux comme ça. Je me disais, c'est ça que je veux faire, c'est là Ta que je veux être. passion est née là. Elle avait commencé avant, mais je pense qu'elle s'est matérialisée très tôt, du coup, à 5 ans, comme ça, en voyant à quoi ça ressemblait de l'autre côté de la caméra. Et tu racontes aussi qu'il y a un avant-après. Lorsque tu as 10 ans, tu étais un petit garçon un peu timide, les gens n'étaient pas très sympas avec toi, et tu as fait une rencontre avec un petit camarade. Tu es parti en colo, et là, il y a eu un déclic. Il y a un avant-après. On sent que là, ça t'a... Raconte-nous. Oui, parce que j'étais un gamin, on m'en parlait pas à l'époque, mais j'ai un peu subi ce qui pouvait ressembler à du harcèlement scolaire. En tout cas, j'étais pas populaire dans la classe et j'étais vraiment mis de côté. Et puis un jour, il y a un copain de classe, je sais pas pourquoi, et c'était le garçon populaire de l'école, c'était le capitaine de l'équipe de foot, donc c'était comme dans les films américains. Je dis, tiens, il y a un gars populaire qui s'intéresse à moi. Et là, j'ai un peu changé d'univers. Je dis, tiens, c'est possible en fait de trouver sa place. Et puis on est allé en colo ensemble. Là, c'était la première fois que j'étais coupé de papa, maman, surtout de maman, parce que j'étais un peu le fils à maman dans les jupes de maman. Et voilà, mais c'est comme ça c'est par étapes, comme ça qu'on gagne en confiance en soi et qu'on commence à grandir. Et c'est l'année suivante, quelques mois après, que j'ai commencé les cours de théâtre aussi, une petite école de théâtre dans ma ville, dans le 91, et ce qui m'a beaucoup aidé je pense, à prendre confiance en moi. Alors, raconte-nous tes études de journaliste, parce que tu voulais devenir journaliste. Exactement. Alors ça, c'est ma mère. J'ai failli faire une école de radio à un moment donné pour devenir animateur radio, et ma mère me dit, bon, il faut quand même que... J'étais bon à l'école, j'avais des facilités, j'étais passionné par l'actualité. Ma mère me dit, bon... Et tout ça, c'est où? C'est à Paris? Ouais, à Paris, en région parisienne. Ouais. Okay. Et ma mère me dit, faut quand même faire des études sérieuses. Tu sais, journaliste, si jamais à la télé, à un moment donné, ça marche pas, tu pourras faire de la presse écrite, tu pourras faire d'autres choses. Donc, il faut que tu aies ce bagage-là. Mais tu te voyais comment? Animateur, journaliste, investigation? J'ai toujours aimé tout faire, en fait, parce que parallèlement à tout ça, j'ai commencé à 15 ans une petite radio locale aussi, où je présentais une émission tous les week-ends.
week-end. Donc là encore, ma maman prenait sa voiture pour m'accompagner. Elle m'a beaucoup accompagné. Mais c'est important d'être soutenue. Elle m'a jamais poussé parce que c'était pas son univers, donc ça fait pas partie de ces gamins. Toi, tu le sais, dans l'univers du casting, parfois, tu as des gamins qui n'ont pas plus envie que ça, mais la maman, elle essaye de régler des comptes et tout. Donc, elle se projette. Exactement, elle se projette. Elle dit ma fille, tu seras une star. Moi, j'ai pas pu l'être. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, ma mère, elle était juste en soutien et elle m'aidait à réaliser les rêves que j'avais. Et du coup, moi, toute la semaine, je rédigeais mes émissions. Parfois, il y avait des petits JT, des petits flash radio d'information. Il y avait des parodies, des sketchs. Donc, j'ai toujours fait à la fois des choses à mi-chemin entre le sérieux et le divertissement. Ce que je fais toujours aujourd'hui finalement, puisque je fais à la fois de l'info sur LCI le week-end où je présente le magazine du matin entre 6h30 et 10h où c'est à la fois de l'actu, de la culture, etc. Et puis en même temps, je fais des purs divertissements comme Ninja Warrior ou comme j'ai fait Secret Story il y a quelques années. Et c'est ce qui est sidérant. Lorsque j'ai préparé cette interview, je te connais depuis de nombreuses années, je te suis. Ce qui est sidérant, c'est que tu arrives à être animateur télé, présentateur télé, ouais. Animateur radio, tu te mets en scène, on en parlera, et ce qui me semble assez rare en France, où on te catalogue. D'après toi, comment tu y arrives ? Alors, je ne sais pas pourquoi, et on m'a souvent dit ça, et effectivement, je ne peux pas te dire, parce qu'en principe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on te prend au sérieux. On ne peut pas à la fois faire un JT et te parler de l'Ukraine et de la politique, voilà. Et faire Secret Story ou Ninja Warrior ou le Loto, et en même temps faire des imitations et chanter aux grosses têtes, et en même temps écrire un livre sérieux sur le mot parentalité. C'est assez marrant, je me suis jamais mis de barrière. Et j'ai toujours imposé les choses en fait. Et à un moment donné, j'ai eu la chance que ça marche. Je pense que soit dans le public, en fait le public se pose pas vraiment ce genre de questions, c'est plus les gens du métier qui se posent ces questions-là, mais je pense que dans les deux cas, en tout cas dans le public comme dans le métier, les gens savent qu'il y a une vraie sincérité dans ma démarche. C'était la réponse que j'attendais, et que je fais les choses avec une vraie envie, quoi. J'ai jamais fait aucun choix guidé par des choix financiers, ce genre de choses, mais c'est juste parce que c'est mes passions, ça m'intéresse, et je pense que quand tu arrives à transmettre la passion que tu as, tu peux tout défendre. Et on voit qu'il y a une sincérité et rien de fake derrière. Je pense que c'est ça qui fait la différence, je pense. D'ailleurs, si je te pose la question, où es-tu le plus heureux, à la radio ou sur LCI ou sur Ninja Warrior ? Et oui, on me demande souvent ça. C'est dur. Comment répondre ? C'est dur. Exactement, c'est très dur de répondre. On me dit, qu'est-ce que tu devrais... J'aimerais pas arrêter la radio parce que j'adore ça. Derrière un micro, je trouve ça formidable. Tu arrives à raconter des choses rien qu'avec le ton de la voix. J'ai commencé par la radio moi, à 15 ans. Donc, je pourrais pas arrêter la radio. Enfin, je pourrais pas. Si j'avais pas le choix, je le ferais. Et ça m'embêterait beaucoup qu'on me force à choisir. J'ai la chance que jusqu'à maintenant, on n'est pas forcé à choisir, et de travailler dans un univers, notamment à TF1, dans le groupe TF1, où je peux intervenir sur les différentes chaînes du groupe de manière très très différente. Donc, pourvu que ça dure. Voilà. Pourvu que ça dure, ça va durer. Alors, tu finis tes études de journalisme, ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je rentre en stage à LCI pour la première fois. Alors, je me bagarre un peu parce qu'à l'époque, je ne suis pas très populaire auprès de la directrice de l'école de journalisme parce que justement, on parlait des cases, elle aime bien les journalistes très sérieux, et il se trouve que parallèlement à mes études de journalisme, j'ai participé à un concours d'animateur télé sur France 2, qui est Antenne 2 à l'époque, qui était présenté par Jacques Martin. Oui. Et du coup, elle m'a mis de côté, elle m'a dit, bon alors lui, il me gonfle, donc je vais pas l'aider. Donc elle m'a mis dans des stages... de trucs que j'avais pas envie de faire en fait. J'avais été un peu puni. Je m'étais retrouvé secrétaire de rédaction à l'Union de Reims, à la locale de Châlons-en-Champagne. Alors je tiens à dire à tous les gens qui sont du coin, je me suis beaucoup amusé, je me suis éclaté, mais j'avais fait des choix pour être en stage en télé ou en radio, et je me retrouve secrétaire de rédaction à l'Union de Reims, donc c'était pour me punir un petit peu. Ouais. Donc du coup, c'est moi qui me suis démerdé à appeler moi-même. En principe, tu étais placé en fin d'études, c'était l'école de Bordeaux, qui est une très bonne école de journalisme, qui fait partie des écoles reconnues. En principe, tu étais placé par quelqu'un qui s'occupait des stagiaires, et du coup, moi, je me suis démerdé et j'ai appelé LCI. Je suis allé faire un essai là-bas. Ça s'est bien passé.
Heureusement, mais dans cette école, ça a été dur parce que mon prof de télé, par exemple, m'avait dit que il m'avait dit franchement, fais autre chose, t'es vraiment pas fait pour faire de la télévision. Donc, Tu te rends compte, Christophe, donc et c'est bon. très important pour nos auditeurs, parce que combien de témoignages d'actrices qui te racontent qu'un directeur de casting t'a dit écoute, tu n'es pas très doué, mais toi, tu as persisté. Mais oui, Quand on te disait ça, ça ne te faisait pas du tout vaciller? non, alors ça pique un peu quand même. Ça Hein. Je pique. te cache pas que ça pique un peu, mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu cette espèce d'inconscience, je pense, de me dire que de toute façon, c'était ça, point. Donc, il fallait que ce soit ça. Et ça a été ça. Mais c'est vrai que quand tu as ton prof de télé, quand tu as réussi à réussir à rentrer, à passer un concours dans une école de journalisme reconnue, il y en a 8 qui sont reconnus par la profession, je crois qu'il y en a 9 maintenant. Mm. Franchement, tu as déjà posé des jalons, tu as acquis une étape qui a été franchie, et qu'on te dit ça, on te casse un peu le rêve, tu te dis, alors ça veut dire que c'est peut-être pas mon truc finalement, mais Mais tu y es allé quand il même. faut y aller. Et Tu puis, n'as pas lâché. on continue de se prendre des baffes, hein, moi, tout le temps, hein. Mais il faut s'accrocher. Dans ton livre, tu racontes la méchanceté des réseaux sociaux. Les Ah oui. réseaux sociaux n'existaient pas encore. Ah oui. Ça aurait été beaucoup plus difficile dans l'absolu. J'étais un grand lecteur, je pense que j'aurais pas lu beaucoup de livres si les réseaux sociaux et les téléphones portables avaient existé quand j'étais gamin, parce que je pense que je serais devenu accro très vite. Je le suis aujourd'hui, trop sûrement. Et c'est vrai que c'est pas toujours ce qui rend le plus intelligent. Quand on est médiatisé comme toi, tu le gères les réseaux sociaux, Oui, j'ai l'impression. directement. Oui, je le gère parce qu'on m'avait proposé à un moment donné à Ouais. TF1 que quelqu'un m'aide. Et moi, je voulais pas donner mes codes de réseau à qui que ce soit, parce que je trouve que c'est mentir aux gens qu'il y ait une réponse sur les réseaux qui apparaissent et que les gens pensent que c'est toi qui as répondu alors que tu sais même pas ce qui a été répondu par un community manager. Moi, ça me plaît pas du tout. Donc, je les gère moi-même. Parfois, les réponses mettent un peu de temps à arriver, mais quand il y a une réponse qui arrive, pour ceux qui nous écoutent, s'ils m'envoient un message, ce sera toujours un mot qui a été écrit par moi, ça c'est sûr. Il n'y a personne d'autre qui gère ces choses-là à ma place, et je trouve que c'est extraordinaire le lien direct que tu peux avoir avec les gens. Mais évidemment, tu en as du coup qui en profitent pour te vomir toute leur haine à la figure. Bon, bah voilà, il faut se blinder, il faut bloquer parfois, et puis porter plainte aussi. Là, j'ai un procès qui arrive très bientôt, là, le mois prochain, de quelqu'un qui m'avait harcelé de manière très agressive, mon petit garçon et moi notamment, sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, il ne faut pas accepter. Mais après, ça peut être formidable, les réseaux. C'est une proximité incroyable et un feedback direct avec ce que tu proposes comme boulot. Parfois, tu proposes quelque chose et tu te rends compte, en fait, quand tu vois les réactions, quand il y en a plusieurs, en tout cas, quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose, tu te dis, bon, bah voilà, la blague que j'ai voulu, là, ça n'a pas été compris tel que j'avais voulu l'exprimer. Donc, à un moment donné, tu te remets en question, et c'est comme ça que tu avances. Christophe Beaugrand, tu es une célébrité de la télévision et de la radio. Tu as écrit un livre absolument merveilleux qui s'appelle Fils à papa. Et on est en train de parler de cette médiatisation, du risque, des réseaux sociaux et de ce que ça peut apporter. On peut même avoir la trouille. Moi, je ne suis pas du tout à ton niveau, mais il m'est arrivé qu'on m'écrive, qu'on prenne ma photo. Ça fait peur. Et tu as osé écrire une histoire très personnelle. Tu parles de ton mariage avec ton amoureux Ghislain. Tu parles de toute cette démarche de GP1. Un homme engagé, et ben moi je te dis bravo, parce que est-ce que tu n'as pas eu peur que ça entache ta carrière? Et ben voilà la réponse que j'attends de toi, c'est-à-dire dis-moi si à un moment tu t'es dit non, vaut mieux pas que j'en parle. Alors, c'était avant, en fait. Je me suis posé cette question-là. Pour tout te dire, cette question-là par rapport à ma carrière, je me la suis posée au moment où on m'a proposé, donc c'était il y a longtemps, il y a presque 20 ans, qu'on m'a proposé de présenter une émission sur Pink TV, qui était la première chaîne gay en France. Elle n'existe plus aujourd'hui. Enfin, je crois qu'il n'y a plus que des films porno. Moi, je n'avais pas été embauché pour ça. Moi, je présentais un talk show tous les jours. Et j'étais tout jeune. C'est ça, c'était il y a 19 ans. J'avais 27 ans. Okay. On me propose ça. J'étais sur LCI à l'époque déjà. Je commençais à faire des remplacements de JT, donc dans un rôle très sérieux. Et on me propose ça, où je me dis, bon, bah voilà, c'était il y a quasiment 20 ans, donc c'était pas la même facilité qu'aujourd'hui, on parlait moins d'homosexualité. Je me dis, bon, c'est à double tranchant. Soit on veut plus tellement entendre parler de moi parce que je vais passer pour, entre guillemets, le PD de service, et ça va me fermer des portes. Soit c'est le contraire, et à un moment donné, je l'ai senti, j'ai eu envie de le faire. Et dès lors, en fait, j'étais pas connu à l'époque, parce que j'avais commencé à faire juste quelques JT sur LCI, donc j'étais vraiment pas très connu. Et au moment où cette chaîne est sortie, il y a eu beaucoup de médias
Donc pour la première fois, on s'est mis un peu à parler de moi publiquement. J'ai eu des petits articles dans des journaux. Alors qu'est-ce que tu faisais sur cette je chaîne ? présentais un talk show quotidien. Ok. C'était un peu l'équivalent de grand journal, tu vois, Ok. avec des chroniqueurs et une Mhm. co-présentatrice. Et ça traitait de l'actu LGBT, etc., avec des invités people. Donc ça a été une école formidable. Et le truc, c'est qu'effectivement, là, je me suis dit... c'est comment dire, qui tout double en quelque sorte. Et puis ensuite, du coup, j'ai été connu d'emblée comme étant homo, donc j'ai jamais vraiment fait mon coming out, ça faisait partie du package entre guillemets. D'accord. Et après, j'ai continué mon travail. J'ai présenté cette émission pendant 2 ans. Après, ça s'est arrêté pour des raisons financières. Ils n'avaient pas assez d'abonnés parce que c'était une chaîne qui fonctionnait comme Canal, une chaîne à péage, et où il n'y avait pas assez d'abonnés pour que ça continue. Mais j'ai appris énormément. Et du coup, les choses se sont faites entre guillemets naturellement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu comme le mélange des genres. C'est quelque chose que j'ai imposé entre guillemets. Ça faisait partie du package. C'est arrivé comme ça. Donc il fallait faire avec. Et ensuite, pour le coup, c'est devenu un véritable engagement public. Et ça a été un choix avec Ghislain aussi de médiatiser notre mariage en 2018. Mhm. Et puis ensuite, on a annoncé la naissance de notre petit garçon. Et j'ai vu, avec tous les messages que j'ai reçus, j'ai vu à quel point ça pouvait servir notamment à la jeune génération. Donc c'est totalement, non seulement... j'ai pas hésité, mais je l'ai même avant de parler de ce dont on parle là, d'homoparentalité, etc. Mais je l'ai fait vraiment sciemment en me disant que j'avais un rôle à jouer peut-être dans la société, à contribuer. En tout cas, je suis pas évidemment, Que ta médiatisation et ton audimat servent à quelque chose. Exactement, j'ai pas la prétention de pouvoir tout changer, mais ça peut être une goutte d'eau, ça peut aider à faire réfléchir les gens. Et si jamais ça peut faire en sorte d'apaiser les relations dans la société, dans les familles parfois, de susciter des discussions parfois. Et avec tous les messages que je reçois, je me rends compte que c'est le cas souvent. Et ben, c'est formidable. Et comment tu as eu l'envie d'écrire ce livre Fils à papa ? Alors c'est marrant parce que j'avais commencé à écrire des choses tout au long des démarches, parce que c'est un processus qui est très long. Toi qui as lu le livre, tu lu à quel point il y a plein d'étapes, c'est compliqué. Puis mais je comptais pas publier en fait ça. Et puis un jour, Tu l'as écrit avant ou après la naissance de Valentin ? Je l'ai écrit après la naissance de Valentin. Okay. Mais il y a des choses que j'ai écrites pendant le processus, mais juste pour me souvenir, voilà, pour avoir. J'aime bien écrire, donc j'avais un petit fichier dans mon ordinateur où je notais des choses. Je notais des choses sur mon portable de temps en temps, des petites phrases, des trucs qui me trottaient dans la tête. Et puis un jour, j'ai un éditeur qui m'a contacté, qui avait lu une interview que j'avais donnée dans Gala et qui m'a dit ça fait longtemps que je cherche à publier un témoignage sur la GPA, votre famille me touche beaucoup. J'ai hésité là, mais pas tant pas tant par rapport à mon image, mais je me dire, est-ce que ce sera pas trop impudique, tu vois, c'est plus ça. Je veux dire, est-ce que je vais pouvoir. Et puis on a discuté, il m'a dit si tu veux, je peux te mettre en relation avec un journaliste, un co-auteur, tu discutes avec lui, puis il va écrire. Je dis mais alors non, parce que c'est tellement personnel, c'est tellement intime, que c'est la même chose que ce que je disais pour les réseaux sociaux. Chaque mot qui sont écrits dans ce livre, c'est moi qui les ai écrits, sous-pesés, etc. Donc je lui ai dit, écoute, je vais écrire 3-4 chapitres pour que tu me dises ce que tu en penses. Si tu penses que, en termes d'écriture, ça te convient et que tu penses que ça peut être publié, on y va. Si jamais ça te convient pas, on fera rien, parce que moi, je veux pas que quelqu'un d'autre écrive ça à ma place. Là encore, j'aurais l'impression de mentir aux gens. Et moi, la sincérité, c'est un truc qui est le point de départ du rapport que j'ai avec le public. Donc pour moi, c'était pas négociable. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé et j'ai raconté beaucoup plus de choses que ce que je croyais en fait. Ouais. Des choses beaucoup plus personnelles que ce que je croyais. Le livre est absolument merveilleusement intimiste, intelligent et enfin, merci, ça me touche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça éveille à la pensée. Le regard change. Mais oui, j'ai voulu essayer de faire comprendre aux gens. Il y a beaucoup de caricatures ou de stéréotypes qu'on peut lire sur les mères porteuses, et j'ai essayé de faire comprendre aux gens à quoi ça pouvait ressembler vraiment un parcours. Je dis pas que c'est toujours comme ça, que c'est toujours idyllique. Nous, ça s'est super bien passé, mais je voulais que les gens comprennent quelles étaient les étapes par lesquelles on est passé avec mon mari, que ça a été compliqué, que ça a été long, qu'il y a beaucoup de garde-fous. Voilà, pour montrer que c'est pas. Je lisais où mon petit garçon est né. Des messages très violents du genre vous avez acheté un enfant sur internet, ce genre de choses, et du coup je pense que c'est important, et pour lui aussi ça me tenait vraiment à cœur que personne ne lui vole son histoire en écrivant des choses, en disant il y a des messages qui ont été écrits en disant qu'on avait utilisé une femme comme une esclave, etc. Et Witness est devenu, qui a porté notre garçon, c'est devenu une amie. Métier de journaliste, exactement. Justement. Je voulais du concret, de la vérité, exactement. Parce que ceux qui parlent comme ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas, donc effectivement,
ton travail a été comme un reporter, raconter Exactement. la vérité. C'est ce que j'ai voulu faire en tout cas. Et c'est vrai que là, notre histoire continue avec Whitney et Jacob, son mari. Donc, parce que là, on les a invités, on doit les voir depuis longtemps. Ils viennent enfin au mois de juin à la maison pendant une semaine à Paris. Et ils vont revoir Valentin, ils sont hyper contents. On s'envoie des messages tout le temps. Donc c'est pour montrer à quel point on n'est vraiment pas dans un rapport marchand, entre guillemets. C'est une vraie histoire qui se crée entre deux familles à 6000 km l'une de l'autre. Donc c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens pour faire tomber les clichés et qu'ils voient ce à quoi ça peut ressembler. Et je me rends compte que avec tous les retours qu'on a eu, même dans les émissions que j'ai pu faire, même tous les gens n'ont pas lu le livre évidemment, il a très bien marché, mais tous les gens n'ont pas lu le livre, mais il y a plein de gens qui ont vu des interviews. Il y a l'émission qu'on a faite chez Faustine Bollard qui a été rediffusée à plusieurs reprises. On a fait les maternelles aussi. On a fait l'émission de Ruquier. On avait fait Quotidien aussi. Il y a plein de gens qui en ont entendu parler et que ça a contribué à faire bouger les choses. Ça contribue à faire changer les choses et en même temps, tu prends le risque de t'exposer à des choses extrêmement violentes comme les 12 cœurs par exemple. Ça a été assez compliqué de participer à cette émission. Oui, il y a une émission. L'émission était super, mais il y a eu des réactions. C'est une émission qui était en clin d'œil. C'était un prime spécial présenté par Jean-Luc Reichmann sur la Saint-Valentin. Et ils ont décidé d'inviter plusieurs couples de personnalités. Il se trouve qu'ils m'ont invité avec mon mari Ghislain. Donc on était un couple homo. Et là, il y a eu des messages horribles en disant évidemment il y a des gens qui ont appelé à boycotter l'émission parce qu'ils trouvaient ça intolérable qu'il y ait un couple de garçons dans une émission en prime time sur TF1. Et voilà, et à un moment donné, effectivement, on a donné une bonne réponse et on s'est fait un bisou, juste un smack. Hein. Il n'y a pas eu une espèce d'énorme soupe de langue, tu vois. Et là, les gens disent ouais, c'est dégoûtant, j'avais envie de vomir. Ouais. Et là, je me dis on en est encore là. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et j'étais très heureux que Jean-Luc nous fasse cette proposition-là, parce que je sais que ce sont des sujets qui lui tiennent à cœur. Que même à l'époque où il présentait Les Amours, c'est lui qui avait dit à la production il faut qu'on ait de temps en temps des couples homo aussi, parce que ça fait partie de la société. Et là, dans cette émission-là, ce soir-là, il y avait plusieurs couples très différents, il y avait des couples mixtes aussi, il y avait Black M par exemple, donc tu avais vraiment des différences de génération, de couleur de peau, de sexualité, d'âge, parce qu'il y avait Chantal là-dessous et son mari, donc il y avait toutes les générations, et ça c'est la France en fait. C'est la France. Et c'est ça qui est génial, et l'émission elle était hyper joyeuse, tous les gens du public étaient joyeux, et je pense qu'on a fait passer des beaux messages. Alors oui, il y a toujours des haineux qui déversent leur bile sur Internet, ça les soulage, j'imagine. Et il en ressort plus de choses sont positives. Moins nombreux. Oui, je pense. Il y a des choses qui avancent et qui j'espère. Et c'est ce qui est intéressant de savoir aussi et de comprendre, c'est que tu es extrêmement médiatisé, on te voit à la télévision, mais cet audimat et cette célébrité, tu le mets au service d'un engagement qui est fort courageux. Mais c'est naturel en fait. C'est-à-dire que j'aurais pas. J'ai l'impression. On en revient sur ce que je disais au début sur l'authenticité et la sincérité. C'est qu'à un moment donné, quand tu décides de faire un métier public, il faut donner un peu des choses aussi pour que les gens sachent qui tu es. Parce que tu peux pas être juste ton travail en fait. Tu es un être humain, tu es fait de chair et de sang, tu as des combats, des choses que tu défends, des choses qui t'intéressent. Et moi, c'est ce qui m'intéresse quand je vois des personnalités. Bien sûr que leur travail, ça m'intéresse, mais faut savoir ce qu'ils ont dans le bide, en fait. Tu t'attaches aux gens comme ça, c'est comme ça que tu crées quelque chose avec le public. Ça prend parfois un peu plus de temps parce que on va dire que tu es un peu plus clivant, pour reprendre des adjectifs. Mais au final, le rapport que tu crées avec le public, en tout cas ceux qui t'apprécient, ils savent pourquoi ils t'aiment, parce qu'ils t'aiment pour ce que tu proposes comme émission, mais ils t'aiment pour ce que tu es aussi, pour ce que tu dégages, pour les valeurs que tu défends. C'est hyper important. Et d'ailleurs, là, Ninja Warrior arrive très bientôt. Alors, comment on se prépare ? Je t'avais vu sur Instagram, torse nu. Ah oui, parce que c'est physique, Ninja Warrior. Non, mais le truc, c'est qu'ils sont tous hyper musclés. Alors, du coup, tu te sens vite. Moi, j'ai fait je me suis mis à faire du sport depuis que je présente cette émission avec Denis Brognard et Iris Mittenard. Là. Mais c'est vrai que, oui, il y a un côté. C'est un peu dur quand même, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais on tourne de nuit. On tourne à Cannes, parce que c'est en extérieur. Donc, il faut qu'il fasse beau. Donc, on va plutôt dans le sud de la France. On tournerait à Paris, ce serait un peu plus compliqué pour avoir du beau temps. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de pluie, évidemment. Et on tourne de nuit pour la lumière et les effets pyrotechniques parce qu'on est en extérieur, juste à côté du port de Cannes. Donc c'est magnifique. Il y a le fort du Suquet, on est derrière le palais des festivals, il y a les palmiers, etc. Mais du coup, pour les effets pyrotechniques et les lumières, il faut être de nuit. On commence à tourner vers
au début, vers 18h30, on a quelques tournages à faire, mais la vraie émission commence à 21h et on tourne jusqu'à 5-6h du matin. Et du coup, pendant 8 jours, parce que c'est à peu près 8-10 jours de tournage, on est en décalage horaire total, puisqu'on termine, là, la finale, on était au lit à 7h. Donc, il y a un côté physique aussi, et il faut garder la pêche, la bonne humeur, et en même temps, on l'a, parce qu'avec Denis, on est très premier degré sur cette émission, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on voit des gens réussir des prouesses physiques incroyables, donc on est vraiment hyper excité et motivé, etc. Mais physiquement, c'est une épreuve à chaque fois. Pour nous aussi. Même si on ne fait pas le parcours, c'est une épreuve quand même à présenter. Il y a des bruits qui courent, info ou intox. Est-ce que tu accepterais de refaire Secret Story ? Ça dépend. Pourquoi pas ? Il y a des bruits qui courent, qui parlent. Mais ça fait un moment qu'il y a des bruits qui courent. Hein, c'est ça, je donne aucune info en fait. Tous les ans, il y a des bruits qui courent. Donc, non, mais moi, j'ai présenté cette émission pendant 3 ans. J'ai adoré présenter cette émission, vraiment. Je l'ai défendue avec passion, parce que vraiment j'adore ce programme et je pense que c'est vraiment le programme premium de télé-réalité. Ça ne peut pas être comparé à d'autres programmes. Pour moi, c'est au-delà de la télé-réalité, c'est un jeu, c'est un divertissement. Donc je trouve ça un peu réducteur de le mettre dans la case, uniquement dans la case télé-réalité. Après, ça fait maintenant 5 ans que ça s'est arrêté, ça va faire 6 ans, et si jamais on voulait relancer Secret Story, il faudrait, je pense, mettre les choses à plat, réfléchir à ce qu'on veut faire, travailler sur un casting qui soit peut-être plus en phase avec des valeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des types de physique différents, pas avec des hommes comme des femmes trop caricaturales, c'est-à-dire pas forcément que des nanas avec des faux seins, avec des énormes bouches, etc., que des mecs hyper bien gaulés. Il faut que ça ressemble, ce qu'on disait, à la société, à la France, avoir des couleurs différentes, des physiques différents, il peut y avoir des gens un peu ronds, etc. Donc, si jamais... Arrêter avec tous ces stéréotypes. Exactement. Et la télé-réalité a beaucoup véhiculé ces stéréotypes physiques. Quand on regarde le premier Loft, etc. Alors évidemment, on pense à Loana toujours, mais autour, c'était quasiment que des gens, je vais te mettre entre guillemets, normaux. Et ils l'ont très bien fait sur la Star Academy, par exemple, parce qu'il y avait plein de jeunes qui avaient des bonnes tronches, des belles énergies, mais c'était pas des prix de beauté, mais on s'en fout, c'était pas des top modèles, c'était pas ça qu'on venait chercher. Ouais. On voyait des êtres humains, et c'est ça qui était touchant. Donc, si on va dire que si le projet éditorial garantit ça, oui, ça m'intéresse. Je ferai pas une télé-réalité de plus caricaturale, ça m'intéressera pas. Donc après, on va voir. J'en ai déjà discuter, c'est des choses qu'on a pu évoquer à la fois avec le producteur, avec la chaîne, etc. Je sais pas où ça en est, est-ce que ça va se signer ou pas, est-ce que ce sera Secret Story ou autre chose, mais sous une même forme de télé-réalité comme Big Brother qu'il y a aux États-Unis, je sais pas encore, là c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Donc je suis désolé, je ne réponds pas beaucoup à ta question. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je suis convaincu que ce programme-là, pour parler de Secret que je connais, c'est une marque qui plaît encore aux gens. Il n'y a pas une semaine sans que je reçoive plusieurs messages en me disant alors quand est-ce que ça revient Secret. J'adorais Secret, moi j'adore cette émission. L'année dernière on m'avait dit qu'il y avait eu une ouverture de casting et en fait c'était du fake. Donc il faut se méfier aussi de ce qui circule parfois. Il y a beaucoup des fois il y a des sites de fans de Secret Story qui envoient des infos comme quoi ça va revenir et ça revient pas toujours parce qu'ils croient avoir des infos, parce qu'ils ont vu un truc, ils ont interprété comme un indice, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve que quand tu revois les émissions aujourd'hui, ça reste hyper moderne dans l'écriture, l'habillage, même le générique. Je trouve que ça a super bien vieilli, Secret. Donc je pense qu'on pourrait en faire encore de très belles choses. Donc pourquoi pas ? Est-ce que ça te demande plus ou moins de travail de présenter ce genre d'émission que ce travail que tu fais sur LCI ? Alors c'est différent, c'est marrant, dans la tête des gens, on s'imagine que c'est beaucoup plus sérieux. On imagine que le journalisme c'est plus difficile que le divertissement. Je pense l'inverse, moi. Donc le journalisme c'est quelque chose qu'il faut faire sérieusement et qui est difficile évidemment, mais il y a souvent beaucoup de monde, il y a un rédacteur en chef, il y a toute une équipe, et puis l'actualité... elle t'arrive automatiquement, entre guillemets. Tu traites quelque chose qui arrive. Il y a des grèves, il y a la guerre en Ukraine, il y a une déclaration d'Emmanuel Macron, il y a des déclarations politiques, il y a un incendie à Marseille, Ça te demande quand même une culture générale. Ça demande une culture générale, effectivement, mais ça c'est la base. Mais après, les choses sont un peu sur des rails, ça se fait entre guillemets un peu plus tout seul, avec des grands guillemets. En revanche, le divertissement, là, tu es sur une pure création. Il faut réfléchir à comment... C'est beaucoup plus difficile de divertir des gens, je pense, que de les informer. C'est beaucoup plus exigeant.
Je pense que produire une émission comme Secret, par exemple, c'est sans doute l'émission la plus compliquée à produire parce qu'il faut réussir à trouver des bons leviers pour motiver les habitants, trouver des jeux, des règles différentes à chaque fois. Il y a des émissions qui sont beaucoup plus faciles à produire que Secret. Je pense que, et c'est pas forcément les émissions qui ont la meilleure image, paradoxalement. Mais généralement, quand quelqu'un a bossé en télé-réalité, dans le métier, c'est connu. Les gars sont tout terrain, ils peuvent bosser partout parce que c'est un truc très exigeant, très rigoureux. Il faut bosser il faut être dans la rapidité, dans le long terme. Donc moi, j'ai un respect infini pour les gens qui fabriquent du divertissement. C'est vraiment un gros boulot. Si tu devais tout recommencer, est-ce que tu ferais tout de la même façon ? Je pense que oui. Parfois, des fois, tu te dis, tiens, ce choix-là, je le ferais peut-être pas pareil. Mais franchement, je pense que oui. J'ai eu de la chance, j'ai beaucoup travaillé et surtout j'ai su saisir la chance. Il faut, et puis je le dis toujours quand je vois des jeunes stagiaires qui arrivent avec nous, etc., et qui parfois veulent savoir à quel moment ils ont leur jour de repos, à quelle heure ils terminent, etc. Je leur dis, c'est bien de se poser ce genre de questions-là. Moi, je ne me les posais pas quand j'ai commencé. Et quand on me posait la question, tiens, est-ce que tu veux bosser ce week-end en plus pour tel truc ? Moi, c'était oui, immédiatement. Donc, je pense les générations ont changé. Je pense que c'est pas si difficile que ça aujourd'hui de se faire remarquer dans une rédaction. Quand on arrive, en tout cas, à passer ce cap-là, à mettre un pied d'une manière ou d'une autre, après se faire remarquer, un peu bien bosser, être un peu plus rigoureux que les autres, c'est pas si difficile, je pense. Alors, quel conseil tu donnerais à nos auditeurs qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la tienne, qui aimeraient devenir l'animateur que tu es ? Alors, je pense qu'il faut, évidemment, il faut être très bosseur. Okay. Il faut jamais dire non. En tout cas, il faut être toujours dispo. Il ne faut pas hésiter à faire une croix sur ses vacances. Moi, j'ai pas eu de vacances pendant 5 ans parce qu'au moment de l'été, c'est là qu'il y avait des possibilités pour moi de faire des remplacements à la présentation, au JT par exemple. Donc, je faisais les JT la nuit en plein été. Donc, autant te dire qu'il n'y avait pas un chat qui me regardait, mais c'est comme ça que tu apprends ton métier. Donc, oui, il ne faut pas compter ses heures et il faut toujours croire en son étoile. Vraiment, c'est facile à dire, mais il faut vraiment croire en son étoile et puis essayer de saisir toutes les opportunités. Moi, j'ai commencé la radio sur une petite radio locale. Je conseille à tous ceux qui peuvent le faire de le faire. Aujourd'hui, en plus, avec Internet, il y a plein de petites radios avec, ou créer son podcast, pourquoi pas, comme tu le fais là aujourd'hui. Il y a moyen, aujourd'hui, contrairement à moi, quand j'étais gamin, il y a beaucoup plus moyen de faire des choses soi-même. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en se bougeant et il faut réussir à convaincre son entourage aussi. C'est peut-être ça qui est le plus difficile parfois parce que on va sacrifier beaucoup de choses. Quel est ton plus beau souvenir de carrière jusqu'à maintenant ? Oh, j'en sais rien, il y en a eu beaucoup. Je pense que celui qui m'aura le plus marqué, j'en m'en rappelle encore physiquement, c'est mon premier prime en direct sur TF1, c'était pour le lancement de Secret Story. Wow. Et où le lancement, j'étais derrière, il y a un grand écran qui se lève avec de la fumée, genre Johnny au Stade de France, tu vois. Et là, j'avais le cœur qui battait comme ça. Et c'était à la fois un stress gigantesque et un pied énorme. Et je me suis dit, ça, ce truc-là, donc tu rêves depuis que t'es gosse, enfin, tu arrives à passer ce cap-là et tu réalises un rêve, quoi. C'est formidable. Et le moment le plus difficile, le plus douloureux, y en a-t-il ? Il y en a toujours. Il y a toujours des déceptions, il y a toujours des moments difficiles. Après, il y a des moments aussi où t'es pas en phase avec ce que tu fais. Je pense que le moment où j'ai été le moins heureux, c'est à un moment donné quand j'ai bossé à Canal+. J'étais à la matinale de Canal. J'ai fait 2 ans là-bas. La première saison, c'était avec Bruce Toussaint, avec qui je m'entendais très très bien et c'était super. La deuxième saison, c'était avec Maïtena Biraban. On s'est pas très bien entendu. J'étais pas très heureux. Je me levais à 3h du mat tous les jours, du lundi au vendredi, et j'étais pas en phase avec ce que je voulais faire. Et il faut pas avoir peur de partir dans ces cas-là. Parce qu'on a la chance d'avoir un métier de passion. Mais si jamais cette passion-là, on l'a plus, on peut devenir aigri. Et il n'y a rien de pire, on le voit dans ce métier, hein. On en voit, que ce soit des comédiens, des présentateurs, des chanteurs. Quand tu n'as plus cette passion juvénile, quoi, faut toujours faire en sorte que le petit garçon qui est en toi soit toujours là. Encore en toi. Voilà, le petit garçon. Et c'est pour ça que je voulais commencer cette interview par Christophe Beaugrand à ses 10 ans. Dernière question, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu es devenu papa ? Ah, alors c'est marrant, à la fois tout et rien, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, alors, tu te mets à avoir beaucoup de recul sur énormément de choses parce qu'il n'y a plus que ça qui compte vraiment. Et rien non plus parce que
là encore, je te le disais, j'avais des rêves quand j'étais gamin. J'avais ce rêve de faire ce métier, de devenir animateur, de travailler à la radio, à la télé, ce que j'ai la chance de faire aujourd'hui. Alors, on aimerait toujours faire d'autres choses. Et tu rêvais déjà d'être papa. Et je rêvais d'être papa. Ouais. Alors ça m'a sidéré. Mais oui, je rêvais d'être papa parce que j'ai pris conscience de mon homosexualité très jeune. Je pense à 6-7 ans, je le savais. Et du coup, j'ai intégré d'emblée que ce ne serait pas possible de fonder une famille. Mais tu avais des préoccupations extrêmement matures pour un petit garçon. Ouais, j'étais très en avance, je pense. Ouais. J'étais très en avance. J'avais envie de... J'avais des projets professionnels dans ma tête à 10 ans déjà. Je faisais mes petites émissions de radio, mes trucs. J'écrivais beaucoup de choses. C'était très, très actif, ça tournait beaucoup. Donc moi, j'ai l'impression, quand on me pose la question, en me disant, tiens, bah là... Moi, j'en suis à... j'ai commencé à LCI, je suis à 24 ans de carrière, mais en fait, pas 24 ans, parce que moi, j'ai commencé à 14 ans. Donc, en fait, j'ai 35 ans de carrière, quoi. C'est rigolo. Comme quoi, tout est possible, Christophe. C'est Oui. Ce que tu incarnes. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut dire aux gens, vraiment. Ne croyez pas tous ceux qui vous disent « mais tu n'y arriveras jamais ». Peut-être que tu n'y arriveras pas, mais il faudra te donner tous les moyens pour y arriver. Et il y a de très grandes chances que tu arrives à déplacer des montagnes, parce que quand on veut, on peut, j'en suis convaincu. En s'écoutant et en s'assumant. Exactement, en étant qui l'on est, en étant soi-même, et en se disant en tout cas que rien n'est insurmontable. Merci pour ce merveilleux moment, Christophe Beaugrand. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup.